À l'annonce de la mort de Jean-Marie Le Pen, Atlas vous a proposé de produire une vidéo sur son histoire et sa vie. Qui était-il? Qui était ce personnage qui a été sulfureux au sein de la politique française? Je vais remonter ici sur sa jeunesse, son adolescence, sa vie d'adulte. Qu'est-ce qui l'a mené à produire des combats politiques et sa fin de vie? C'est ici que nous allons voir tous les détails du personnage de Jean-Marie Le Pen. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Jean-Marie Le Pen ne s'appelle pas vraiment Jean-Marie Le Pen. Enfin, c'est un diminutif. Certains ne le sauront pas, et c'est caché, et c'est ce que je vous révèle, mais il s'appelle Jean-Louis-Marie Le Pen. Il est le fils unique de Jean Le Pen, qui lui est né en 1901 et mort en 1942. Marin-pêcheur et conseiller municipal de la Trinité et d'Anne-Marie Hervé. D'accord, donc Anne-Marie Hervé, c'est la mère, née en 1904 et mort en 1965, couturière d'origine paysanne, de Logmariaquer et du Bonneau. Donc il naît le 20 juin 1928 dans la maison familiale de la Trinité-sur-Mer. Ses parents choisissent de lui donner les prénoms de Jean en hommage à son père, Louis pour son oncle et Marie en référence à la Vierge. Ce dernier prénom sera officiellement associé à son nom après son mariage. Alors la famille Le Pen est profondément enracinée dans le Morbihan. C'est une famille bretonne, une petite famille. Cependant, la vie de Jean-Marie bascule en 1942, lorsque son père, qui est patron pêcheur du chalutier La Persévérance, meurt tragiquement après que le bateau heurte une mine en mer le 22 août. Son nom est inscrit sur les monuments aux morts de la Trinité-sur-Mer. À la suite de ce drame, Jean-Marie devient pupille de la nation par décision du tribunal civil de Lorient en décembre 1942. Alors, je rentre dans les détails. Pupille de la nation, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, c'est un statut juridique qui accorde en France aux enfants mineurs dont un parent ou les deux est décédé en raison de circonstances liées à un service militaire de la nation. Ce statut est créé en 1917 pendant la Première Guerre mondiale pour venir en aide aux orphelins des soldats morts au combat. Alors le statut a pour but de protéger l'enfant. Il offre à l'enfant une reconnaissance symbolique de la nation, un appui matériel et éducatif financé notamment par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, et une prise en charge partielle et totale des frais de scolarité, des soins et d'autres besoins essentiels selon le cas. Donc dans le cas de Jean-Marie Le Pen, il est devenu pupille de la nation à la suite de la mort de son père, Jean Le Pen, tué en 1942 lorsque son bateau a explosé sur la mine. Cette reconnaissance a été officialisée par un jugement du tribunal civil de Lorient en décembre de la même année. Donc, en 1944, par la suite, Jean-Marie Le Pen est un adolescent. Il passe de l'enfance à l'adolescence. Il tente de s'engager dans les forces françaises de l'intérieur, les FFI, mais le colonel Henri de Lavassière, dit Valin, refuse sa demande en raison de son jeune âge et l'exhorte à penser à sa mère. Également, autre anecdote que vous devez peut-être ignorer, mais Jean-Marie Le Pen s'est retrouvé un soir, lorsqu'il sortait avec des amis, s'est retrouvé face à des militaires allemands qui étaient là, et Jean-Marie Le Pen a songé à tuer ce militaire. Il était derrière lui à ce moment-là, et le militaire était en train de vaguer à ses occupations. Jean-Marie Le Pen songeait à tuer le militaire pour venger son père. Cependant, il en a décidé autrement et a décidé de ne pas le tuer. Dans le cas où il l'aurait fait, il y aurait eu des recherches et il aurait été considéré comme un résistant. La guerre se termine et continue ses occupations. Ensuite, donc Jean-Marie Le Pen, au niveau de ses études, effectue ses études élémentaires à l'école paroissiale et à l'école communale de la Trinité-sur-Mer. Il affirme qu'il préféra l'école communale. En 1939, il intègre le collège Saint-François-Xavier de Vannes, un établissement dirigé par les jésuites, où il est boursier. Ces années marquent son apprentissage de la discipline de pensée et de la rhétorique qu'il évoquera plus tard comme les fondements importants de sa formation. Cependant, en 1943, en raison des réquisitions imposées par les Allemands, le collège réduit le nombre d'internes, contraignant Jean-Marie à quitter l'établissement. Il poursuit alors sa scolarité, c'est sûr, au lycée du Puy-de-Dôme de Lorient,
d'où il est renvoyé à Pâques pour indiscipline. Il s'entend pas trop bien avec ses professeurs, il est déjà assez turbulent à l'époque. Il est ensuite admis au collège Jules-Simon de Vannes, mais également exclu en février 1946 pour les mêmes raisons. Malgré ces épisodes tumultueux, il parvient à obtenir son baccalauréat en 1947 au lycée du Claude Debussy de Saint-Germain-en-Laye. En 1948, il commence des études de droit à la faculté de Paris, qu'il achève en obtenant une licence. Dès 1949, il devient président de l'association corporative des étudiants en droit, la Corpo, donc il s'investit déjà dans la politique de l'école, et dirige son journal, la Basoche. Ses talents d'orateur se font remarquer notamment lors du congrès de la Grande UNEF, où il s'oppose en 1951 à la mise en place d'un pré-salaire étudiant. Pendant cette période, il se lie d'amitié avec Claude Chabrol et occupe brièvement le poste de vice-président du comité français de Pierre de Coubertin. Donc le gars, on le voit, hein, il s'investit déjà dès l'étude, dès ses études supérieures, il s'investit déjà dans la politique étudiante. Et il a un talent d'orateur, d'après ce qui est dit. Bien qu'il ne soit affilié à aucun parti, Jean-Marie Le Pen entretient des liens avec l'Action française, vendant parfois le journal Aspect de la France à la Criée. En 1952, critiqué pour ses excès, il cède à la présidence de la Corpo, mais nommé président d'honneur par ses membres. L'année suivante, en février 1953, il sollicite le soutien du président Vincent Auride pour organiser un déplacement d'étudiants volontaires en aide aux sinistrés des inondations aux Pays-Bas. Pour financer ses études, Jean-Marie Le Pen enchaîne plusieurs emplois. Il est marin-pêcheur un coup, mineur de fond de l'autre, maîtreur d'appartement, et ou encore ambulant des PTT. Donc comme je vous disais, c'est un bon orateur. Et c'est un étudiant, on va dire, correct, dans la moyenne de son époque. Mais lui, ce qu'il cherche à faire, c'est monter son propre projet, devenir son propre patron, son propre chef. Pour ne pas oublier, pour ceux qui ne savent pas, Le Pen, c'est du breton, Le Pen, ça veut dire le chef en breton. Et donc, il va faire des petits boulots à droite à gauche. Il économise, il met des sous de côté, puis il enchaîne d'autres petits boulots, petit à petit, et après, quand il a amassé un petit tas de pièces, enfin, un gros même, je dirais, il achète un langoustier de 17 mètres, qui s'appelle le Général Cambronne, avec lequel il navigue en compagnie d'Olivier de Kersauzon, Éric Tabarly, également l'historien André Figueras et l'avocat Jean-Louis Tixier-Vigancourt. Enfin, il va naviguer avec des stars, mais aussi dans le but de faire de la pêche. En parallèle de tout ça, il obtient un diplôme d'études supérieures, un DES en sciences politiques en 1971. Parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est la politique. Et il se rappelle de son talent de l'orateur de l'époque. Donc sous la direction de Maurice Divenier, il va rédiger un mémoire intitulé Le courant anarchiste en France depuis 1945. Sa vie personnelle est également marquée par des relations étroites, notamment avec Henri Botté, surnommé Monsieur Éric, qui deviendra en 68 le parrain de sa fille Marine. Enfin, pour des raisons stratégiques, il modifie officiellement son prénom en Jean-Marie en 1956, suivant les conseils de sa compagne Pierrette Lalanne, afin de séduire l'électorat catholique pour les élections législatives de la même année. Alors, je vous parle de tout ça, mais ce thème-là, à la base, c'est toujours un inconnu politiquement. Et au niveau privé, il se passe des choses qui vont faire en sorte qu'ils mettent la politique un peu de côté. On se retrouve le 29 juin 1960, à Paris dans le 8e arrondissement. Jean-Marie Le Pen épouse Pierrette Lalanne, née en 1935, issue de la bourgeoisie landaise, fille d'un négociant en vin et ancienne épouse de l'impresario Claude Giraud. Elle donne naissance à 3 filles, Marie-Caroline, Yann et Marine. La séparation du couple est fortement médiatisée, notamment en raison des photos de Pierrette Lalanne posant dévêtue dans le magazine Playboy, en réponse à certaines déclarations de son mari. Leur divorce est prononcé en 1987. Également, le 31 mai 1991, Jean-Marie Le Pen se remarie à Rueil-Malmaison avec Janie Pachko, née en 1932. Fille d'un marchand de tableaux grecs et d'une mère d'origine néerlandaise, Janie avait auparavant été mariée à l'homme d'affaires belge Jean Garnier. Leur union religieuse a lieu bien plus tard,
le 16 janvier 2021 lors de la cérémonie célébrée par l'abbé Philippe Larguerie. Avant l'échange des consentements, Jeanny abjure le protestantisme pour se convertir au catholicisme, tandis que Jean-Marie Le Pen se marie religieusement pour la première fois. Il a également marqué sa descendance en politique. Sa petite fille Marion Maréchal, fille de Yann, débute sa carrière lors des élections régionales en 2010. En 2012, convaincue par son grand-père, elle se représente dans le département de Vaucluse pour les législatives et à 22 ans devient la plus jeune députée à l'époque. Bien sûr, ça a changé. Par ailleurs, Jean-Marie est le parrain du fils de Bruno Maigret, ancien numéro 2 du Front National, ainsi que d'une fille de l'humoriste Dieudonné. Jean-Marie Le Pen est assujetti à l'impôt de solidarité à la fortune, également depuis sa création en 1982. Une partie de son patrimoine provient de l'héritage d'Hubert Lambert, auteur nationaliste et héritier de la dynastie des Ciments Lambert. Et oui, puisque Jean-Marie Le Pen a un très gros patrimoine, et il a été notamment aidé donc, par ce fameux Lambert. Décédé en 1976 à l'âge de 42 ans, sans enfant, Lambert lègue notamment un hôtel particulier situé dans le parc de Montrou, à Saint-Cloud. Cet héritage change profondément la vie personnelle et politique de Jean-Marie Le Pen, selon l'historien Valérie Igoré. Après son remariage, donc en 91, puisque lui et les femmes c'est une sacrée histoire, à ce qu'on voit, Jean-Marie Le Pen quitte Montrou pour s'installer à Rueil-Malmaison, dans une ville appartenant à sa femme. Toutefois, il conserve ses bureaux à Saint-Cloud, entretenant parfois une confusion entre sa maison et le quartier général du Front National. Également, donc, au niveau santé, c'est pas ça. Et il y a un mystère qui règne, à savoir l'histoire de son œil. Donc, d'après certaines histoires, d'après ce que certains disaient, il aurait perdu l'œil en allant en Algérie en 1960. Il y a eu d'autres histoires sensationnelles. Donc, on va aller un petit peu sur du plus concret. Moins d'irréel, moins de fictif. Donc, Jean-Marie Le Pen perd l'usage de son œil gauche dans les années 70, à la suite d'un accident traumatique. Il existe plusieurs versions de cet incident. Certains disent qu'il s'agit des suites d'une bagarre électorale en 1958, d'autres disent que ça serait un choc accidentel survenu lors de la préparation d'un meeting politique ailleurs. D'autres disent, comme je vous ai dit, une balle perdue qu'il aurait attrapée dans l'œil en Algérie. Dans les années 80, il décide d'abandonner son bandeau, puisqu'il en avait mis un. Il faisait un petit peu pirate, au profit d'un œil de verre, visant à améliorer son image, alors que le Front National gagne en importance. À cette période, il commande également une hagiographie intitulée Le Pen sans bandeau. Également, donc, comme je vous ai expliqué, cet homme qui on dirait a plusieurs vies, ou certains d'autres diraient qu'il enchaîne les boulots, passe de marin-pêcheur à militaire. Donc, Jean-Marie Le Pen a longtemps hésité entre une carrière d'avocat et militaire, après ses études universitaires notamment. On revient un petit peu en arrière, mais dès l'âge de 16 ans, il avait tenté de rejoindre les forces françaises de l'intérieur pour combattre les Allemands. Plus tard, en novembre 1953, il choisit finalement de s'engager dans l'armée en endossant l'uniforme de parachutiste. Après 6 mois de formation à l'école d'application de l'infanterie de Saint-Maxent, il est envoyé en Indochine. Donc, il part pour l'Indochine. Il arrive en Indochine, et là, il arrive la guerre de Dien Bien Phu, gagnée par les Indochinois, et marquant la fin de la guerre d'Indochine. Il rejoint le 1er bataillon étranger de parachutistes en tant que sous-lieutenant sous les ordres du commandement Elie de Saint-Marc. Durant cette période, il est également journaliste pour Caravelle, le journal du corps expéditionnaire français. En 1955, à la fin de son séjour en Indochine, il fait la connaissance d'Alain Delon, avec qui il se lie d'amitié. Ensuite, en 1956, Le Pen quitte temporairement son poste de député pour s'engager à nouveau dans son ancienne unité, devenu le 1er régiment étranger de parachutistes, et participe au débarquement à Port Fouet, en Égypte, ainsi qu'à la bataille d'Alger, en tant que chef de section. Également, il se fait remarquer par le général Jacques Massu, pour avoir respecté les rites musulmans en enterrant des soldats de confession islamique, au lieu de les jeter à la mer comme cela se faisait parfois. Cette attention particulière lui aura même fait, selon
Krim Belkacem, leader du FLN, sauver la vie face à la rébellion algérienne. Pour ses actions, il est décoré de la Croix de la valeur militaire par le général Massu. Donc on le voit, hein, militairement, il se démarque, hein, mais même si militairement il se démarque, il est toujours intéressé par la politique. Donc son parcours, hein, s'étend sur plusieurs décennies et illustre son rôle central dans l'évolution de l'extrême droite en France. Donc, comme je vous ai expliqué, il était en Indochine. Ensuite, il revient d'Indochine en 1955. Dès qu'il revient, il s'engage en politique, en tant que président des Jeunes Indépendants de Paris et délégué général de l'Union de défense de la jeunesse française. Ensuite, après ça, il rejoint un mouvement poujadiste et devient délégué national de l'Union de défense des commerçants et artisans. Et donc, grâce à ça, il peut être élu député en 1956 à l'âge de 27 ans grâce à la proportionnelle. Et pour finir, il devient rapporteur du budget de la guerre et s'investit sur des sujets liés à l'Algérie française et propose des textes controversés comme la déchéance de nationalité des terroristes. Alors là, certains vont dire que c'était le plus jeune député de son époque. Eh bien non, cette fois-là, il y a des députés encore plus jeunes que lui. Donc pendant cette période, il effectue une mission de 6 mois en Algérie et s'aligne avec les mouvements nationaux d'action civique et sociale, puis se trouve exclu de l'UDCA en 1957, siégeant ensuite comme non-inscrit. Il participe également à la création du Front National et des combattants, le FNC, devenant vice-président et soutenant des candidatures comme celle d'Ahmed Djebbour en 1958. Donc on le voit, hein, lors des élections législatives de 1958, hein, il est représenté comme indépendant à Paris, il est réélu député dans la 3e circonscription de la Seine, il obtient 45,2% des suffrages exprimés, il s'apparente alors au groupe parlementaire des indépendants et paysans d'action sociale, les IPAS, et devient rapporteur du budget de la guerre à l'Assemblée nationale. Il adopte une position critique envers Charles de Gaulle, qui est son ennemi, sur la question de l'Algérie française, parce qu'il souhaite garder l'Algérie française, contrairement à de Gaulle, et multiplie les interventions en faveur de cette cause, jusqu'à être arrêté en 60, lors d'une insurrection. Il est défait aux législatives de 62, face au gaulliste René Capitan, et devient ensuite un acteur clé de l'extrême droite, en dirigeant la campagne présidentielle de Jean-Louis Tixier-Vigancourt en 1965. Pour finir, là, donc on est en 72 là, et il est sollicité par le mouvement Ordre Nouveau pour prendre la tête du Front National. Les débuts électoraux du FN sont petits, mais Jean-Marie Le Pen considère ces résultats encourageants. Lors de la présidentielle de 1974, il a 0,75% des voix et appelle à voter pour Valéry Giscard d'Estaing au second tour, marquant ainsi les premières années de structuration par son mouvement politique. Maintenant, on va répondre à une question taboue. Est-ce que Mitterrand est celui qui a aidé à la fondation du Front National ? Alors, l'idée que le FN existe grâce à François Mitterrand est une affirmation parfois avancée dans le débat politique, mais elle doit être nuancée et replacée dans son contexte. Cette perception découle principalement des événements politiques des années 80, notamment de la stratégie de Mitterrand après son élection à la présidence de 81. Donc le Front National est fondé en 1972 par Jean-Marie Le Pen et des militants d'extrême droite qui existaient bien avant l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. Cependant, dans ces premières années, le FN restait un parti marginal avec des scores électoraux très faibles. Les choses changent dans les années 80. Alors François Mitterrand est parfois accusé d'avoir contribué à la montée en puissance du FN, mais ce n'est pas dans le sens de créer le parti, donc c'est pas lui le créateur. Les critiques reposent sur deux principaux aspects. 1. L'introduction de la proportionnelle en 86. Donc sous le mandat de Mitterrand, les élections législatives de 86 se tiennent pour la première fois sous un scrutin proportionnel à un tour. Ce changement favorise les petits partis, dont le FN, qui obtient 35 députés à l'Assemblée nationale. Certains estiment que cette réforme visait à affaiblir la droite traditionnelle en la fragmentant et fragmentant son électorat aussi, et permettant à des partis comme le FN d'avoir une plus grande visibilité. En point 2, l'exposition médiatique accrue du FN.
Durant son mandat, Mitterrand aurait, selon ses opposants, encouragé une plus grande médiation du FN pour diviser la droite et affaiblir ses adversaires. Par exemple, Jean-Marie Le Pen a été invité à des débats télévisés où il a pu exposer ses idées, ce qui a contribué à sa notoriété. Toutefois, cette stratégie s'inscrivait dans un contexte où le FN commençait à trouver un écho dans une partie de la population en raison des sujets comme l'immigration ou l'insécurité. Donc si Mitterrand a indirectement contribué à la visibilité du FN, d'autres facteurs expliquent son émergence. Donc une évolution sociopolitique a fait que l'immigration et l'identité nationale devenaient des sujets majeurs dans le débat public. Le travail de structuration et de communication mené par Jean-Marie Le Pen et ses équipes pour mobiliser un électorat sensible. Et en troisième point, une recomposition politique où des électeurs déçus par la droite nationale ont cherché une alternative, on va dire, plus développée. Retournons donc à la politique. Donc ici on le voit, Jean-Marie Le Pen a une évolution au niveau du Front National durant les années 80 à 90. En 86, la réforme du mode de scrutin introduite par le gouvernement socialiste de Mitterrand permet au FN d'obtenir 35 sièges à l'Assemblée nationale, où Jean-Marie Le Pen donc, est représenté comme député et chef du groupe parlementaire FN. Durant la campagne présidentielle de 88, Jean-Marie Le Pen se concentre sur le thème de la sécurité, qu'il qualifie de première liberté du citoyen. Il oppose une société pluriculturelle, incarnée par Mitterrand, à une société du patriotisme national qu'il prétend défendre. Au premier tour, il obtient 14,4% des suffrages, soit 4,4 millions de voix, un résultat significatif, mais inférieur à ses espérances. Ce score nous indique qu'il y a une base électorale forte parmi les commerçants, artisans et certaines classes moyennes, refusant de donner des consignes de vote au second tour. Il observe que 65% des électeurs soutiennent Jacques Chirac face à Mitterrand. Après la présidentielle, Jacques Chirac décide de revenir au scrutin majoritaire pour les élections de 88, provoquant la disparition du groupe parlementaire du FN. Lors de cette élection, Jean-Marie Le Pen échoue à être réélu dans les Bouches-du-Rhône face au socialiste Marius Mas. En parallèle, il fonde l'association de financement Côtelec, qui joue un rôle central dans le soutien financier au FN, mais suscite plus tard des critiques pour ses pratiques. Au début des années 90, Le Pen continue de peser politiquement, il s'oppose à la guerre du Golfe, maintient sa candidature à diverses élections, bien qu'il échoue à retrouver un siège parlementaire en 93. Donc, en 95, il améliore son score en atteignant 15% au premier tour. Son discours critique envers les élites et ses thématiques autour de l'immigration et de l'insécurité trouvent un écho dans l'Est et le Sud-Est de la France. Donc on le voit, malgré ses échecs à élargir son assise parlementaire, il consolide l'implémentation locale et l'image du FN dans les années 90, avec sa stratégie centrée sur des thématiques populaires et un positionnement résolument critique envers les partis traditionnels. Donc par la suite, il va défendre des idées nationalistes et promouvant la préférence nationale. Il va vouloir promouvoir également une relance démographique par la natalité. Sa rhétorique sur l'immigration et l'insécurité devient un élément central du débat public dès les années 80. Il se positionne également contre la mondialisation et prône un retour à la souveraineté nationale, bien que favorable à l'intégration européenne dans un premier temps. Il devient un ardent opposant au projet de fédéralisme européen, appelant à voter non au référendum sur le traité de Maastricht et la Constitution européenne. Dans sa politique étrangère, il évolue d'un soutien à Israël, à une position plus distante, notamment après la guerre du Golfe, où il rencontre Saddam Hussein pour négocier la libération d'otages. Enfin, tout ça, il faut le dire, des années 85 à 2000, le Front National n'est pas demandé particulièrement. Il n'y a pas une demande de nationalisme en particulier, et il n'y a pas de combat contre qui, contre quoi. En fait, les gens restent assez neutres vis-à-vis des idées du Front National, tout simplement. Et les gens n'ont pas vraiment envie de retourner dans ces idéologies. Donc finalement, comme je disais, tout allait bien dans le meilleur des mondes, il n'y avait pas besoin de voter pour Jean-Marie Le Pen, jusqu'au jour fatidique que je vous représente par ça. Oui, les attentats du 11 septembre.
Donc le 11 septembre, hein, qui va avoir lieu en 2001, va être un drame fatidique, hein, non pas seulement que pour les États-Unis, mais aussi pour l'Europe, hein, qui est inquiète. Et alors qu'on se disait que le Front National et la droite étaient très affaiblis et divisés, hein, en raison de nombreuses scissions, notamment celle de 99, où les sondages n'accordent pas grand-chose à Jean-Marie Le Pen, ou moins de 10% des suffrages, eh bien, ces attentats provoquent des vagues chocs à travers l'Europe et la France. Et donc, le Front National appelle à la constitutionnalisation de la préférence nationale, à l'expulsion des immigrés en situation irrégulière, aux fins des regroupements familiales. Il souhaite également une hausse significative des moyens mis à disposition des forces de l'ordre et l'application du principe de tolérance zéro. Et également, il y a donc un climat anxiogène où la thématique de l'insécurité devient la grille de lecture du pays, et tandis que tout le monde se dit que il va y avoir au deuxième tour l'élection présidentielle entre Lionel Jospin et Jacques Chirac, hein. Eh bien, le 21 avril 2002, lors du premier tour de l'élection présidentielle, Jean-Marie Le Pen obtient 4,8 millions de voix, soit 16,9% des voix, au suffrage, se classant en deuxième position sur 16 candidats, derrière Jacques Chirac avec 19,9% des voix, et devant Lionel Jospin avec 16,2% des voix. Donc malgré un contexte de forte abstention, hein, il y a eu 28,4%, hein, il améliore son résultat de plus de 200 000 voix par rapport à la présidentielle de 95. Il réalise ses meilleurs scores dans l'est de la France, avec un pic de 26% dans les Alpes-Maritimes et un pic dans le sud. Les enquêtes d'opinion indiquent l'importance qu'apporte son électorat aux questions d'immigration, de délinquance et chômage. Cette élection constitue un événement important dans la vie politique française, dans la mesure où c'est la première fois qu'un candidat classé à l'extrême droite se qualifie pour le second tour d'une élection présidentielle. Le traditionnel débat d'entre-deux tours n'a pas lieu, Jacques Chirac refusant de débattre avec lui en direct sur les chaînes de télévision. Les médias soulignent alors la stratégie du président sortant visant à ne pas effrayer les électeurs de gauche qui s'apprêtent à voter massivement pour lui et à éviter toute confrontation directe avec Le Pen, jugé excellent orateur et plus sympathique que lui. Parmi les 14 candidats éliminés, 11 appellent à voter en faveur de Jacques Chirac et seul Bruno Maigret se prononce pour le candidat du Front National en vue du second tour. Plusieurs manifestations sont organisées par des opposants d'extrême droite, notamment le 1er mai, où 500 000 personnes manifestent à Paris, alors que Jean-Marie Le Pen tient son traditionnel défilé en hommage à Jeanne d'Arc. Le 5 mai 2002, Jean-Marie Le Pen recueille 17,8% des voix contre 82% à Jacques Chirac. Il améliore son score de 720 000 voix par rapport au premier tour. Aux élections législatives de juin suivant, le FN obtient 11% des voix, soit 4 points de moins qu'en 97. Par la suite, il fera donc des campagnes en 2007, hein, où il obtiendra 10,44% des voix. Puis en 2012, il décide de se représenter en 2012. Il ne se présentera pas aux élections en 2017. Hein, son absence est notable car il cède la place à sa fille Marine Le Pen, qui prend la tête du FN. Elle est notable car il cède la place de sa fille, d'ailleurs qualifiée pour le second tour de l'élection où elle affronte Macron. Jean-Marie Le Pen soutient sa fille pendant cette campagne et il laisse entrevoir la fin de son rôle direct dans la politique nationale. Par la suite, il y aura les dédiabolisations de Marine Le Pen, qui va chercher à dédiaboliser le parti, et pour cela, elle va mettre à l'écart Jean-Marie Le Pen. Lui sera toujours en Europe. Le fait que Marine Le Pen veuille dédiaboliser le parti va provoquer beaucoup de désappointement de la part de l'électorat qui connaissait bien Jean-Marie Le Pen. Malgré des désappointements, des déceptions et des revendications, Marine Le Pen ne cédera pas et va bien rejeter Jean-Marie Le Pen de Front National qu'elle va rétablir et rappeler le Rassemblement National. Jean-Marie Le Pen, lui, de son côté, va écrire ses mémoires à travers 2 livres qu'il va appeler donc les mémoires de Jean-Marie Le Pen. Donc il déclarait qu'il ne se présenterait plus aux élections. Ensuite, il finira sa retraite et sa fin de vie en publiant parfois des posts
en intervenant sur certains journaux, mais pas plus. Et pour finir, il mourra le 7 janvier 2025. Donc cet épisode est terminé. Pensez à aimer, à partager et à commenter. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et si vous a plu, dites-le moi en commentaire. Et vous pouvez également me faire un don sur Tipeee. A bientôt pour de nouveaux épisodes.